Donc, je suis Patricia Mignonne. Je me suis déjà présentée dans les courriers, mais je vais encore le faire maintenant. Et je suis pédagogue, coach, conférencière. Je suis auteure. Je suis fondatrice du Sommet de la Transition. Et le Sommet de la Transition, c'est un événement qui a lieu cette année pour la 2e année, au mois de novembre, qui réunit une série de professionnels du changement et de la transition, du changement de vie, des gens qui sont super réputés, et autour d'un thème dont on n'entend pas parler habituellement, qui s'appelle la permaculture humaine. C'est le fait de travailler sur soi. Et en attendant que les gens arrivent, je vais continuer un petit peu à parler toute seule pendant que vous m'écoutez quand même. Donc, la transition, on passe à côté. Super. Ciliane Silbio. Ça te parle bien, la permaculture humaine. Je vais quand même dire ce que c'est parce que ça ne parle pas à beaucoup de gens, la permaculture humaine. D'abord, dans la représentation de la plupart des gens, la permaculture, c'est jardiner, selon certaines modalités. Et en fait, la permaculture, c'est beaucoup plus que ça. La permaculture, c'est carrément un paradigme civilisationnel, un paradigme de civilisation qui vient proposer une alternative au capitalisme. Et ce que propose la permaculture, c'est un mode d'organisation qui est résilient, donc où il n'y a pas de hiérarchie, pas de catégorisation, pas d'exploitation, et où on œuvre à ce que le système, en fait, le système sur lequel on travaille, dans lequel on intervient, vive au profit de tous, sans épuisement. Et donc, quand on parle de permaculture humaine, donc la permaculture, elle s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit l'architecture, l'éducation, la médecine, les soins, le jardin évidemment, plein de choses. Et notamment aussi l'organisation des entreprises. Hello Elisabeth, je vous reçois bien et vais suivre ce que vous avez à nous partager avec beaucoup d'intérêt. Ceci dit, je vais laisser juste le son. Merci d'avance pour tout ce que je vais apprendre. Super Elisabeth. Alors Claudie, bonjour, je suis Claudie. La première fois que je me sers de ce système. Ah ben tu vois Claudie, on découvre. Donc je parlais de permaculture. La permaculture humaine, ça va consister à s'appréhender soi, à se considérer comme un jardin, c'est-à-dire à s'observer en fait comme en permaculture, comme beaucoup de gens connaissent la permaculture au jardin, on va regarder comment on fonctionne et contrairement à une certaine vision que véhicule le développement personnel, on ne va pas spécialement et même pas du tout chercher à devenir un être lumineux, à transcender nos ombres, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on va se prendre dans sa totalité. Et comme un jardin, ce que certaines visions dans le domaine du développement personnel, justement, auraient tendance à considérer comme des aspects de nous qu'il faut améliorer, etc. Ben, au contraire, de la même manière qu'au jardin, on s'interroge sur ce qu'on appelle les nuisibles, les gastéropodes notamment. Si vous avez un jardin, vous subissez parfois peut-être les affres de la présence des limaces et des escargots. Moi, j'ai renoncé cette année-ci à faire mon jardin tellement c'est épouvantable. Je nourris les limaces. Et donc, on va s'interroger sur ces aspects de nous qui, a priori, sont moins brillants, sont moins valorisés. Et puis, comme les limaces, par exemple, les limaces qui nous dégoûtent et qu'on considère comme des nuisibles, les limaces, elles consomment les plantes putréfiées. Ça, c'est une chose. Elles consomment aussi les plantes qui sont stressées. Donc, ce sont des nettoyeurs du jardin, mais en plus, j'ai mal étudié mes cours, mais la colle qui vient sur leur ventre, c'est un produit qui sert d'adjuvant en fait au jardin, qui aide au jardin. Donc, au bout du compte, les limaces, elles ne sont pas si nuisibles que ça.
Et de la même manière, pour nous, le mucus. Voilà, merci. De la même manière, pour nous-mêmes, des aspects de nous que disons, par exemple, quelqu'un comme Jung a réhabilité en les appelant nos ombres. Eh ben, nos ombres, elles ont pour vocation de parfois nous protéger ou des choses comme ça. Et donc, il y a des aspects comme moi, j'ai énormément travaillé sur moi, je suis partie dans plein de directions et je me rappelle d'un stage très lointain où le formateur nous disait, imaginez que vous êtes une pirogue sur laquelle il y a des Indiens et puis ben, il y a un Indien qui pagaie à contresens. Et il disait, ben, discutez avec cet Indien. Donc les parties de nous qui ne vont pas dans le même sens que toutes les autres, interrogeons-les, demandons-leur ce qu'elles veulent nous apporter. Voilà. Donc la permaculture humaine, ça va être ça. Ça va être le fait de prendre en compte toutes ces dimensions de nous. Je suis Sandrine et j'étais ravie par avance de vous entendre. Et je ne m'attendais pas à cela. C'est déjà au-delà de mes attentes. Yeah, Sandrine, super. Je suis bien contente d'avoir déjà de la sympathie avant de commencer. Mais tant mieux parce que j'ai eu des difficultés techniques ici. Donc, je vais devoir bricoler, un peu jongler. Donc, si j'ai votre sympathie à l'avance, ça va m'aider. Ça va me donner du courage pour traverser mes épreuves. Donc, tout ça pour vous dire que le sommet de la transition travaille autour de la permaculture humaine et je vais être plus précise que ça en vous disant que là j'empiète déjà sur mon contenu, mais tant mieux. C'est mieux si je parle de façon un peu sauvage, un peu spontanée. J'ai constaté, moi qui travaille énormément sur la question de la transition et qui me pose la même question que les chantres de la transition, hein, je me demande comment engager plus massivement les gens dans la transition. Et comme moi, j'ai une formation, j'ai une pratique dans le domaine du marketing, en particulier du marketing digital, que par ailleurs je suis pédagogue, je fais quelque chose que ne font pas les gens qui sont dans la transition, qui écrivent, qui prennent la parole en public. Ils parlent en général, ils partagent leurs propos. Pablo Servigne, j'ai fait des découvertes, j'ai étudié, etc. Et Aurélien Barraud, etc. Ce sont des scientifiques, donc ils nous font part de leur contenu ou de ce que d'autres scientifiques ont assemblé comme information. Et quand ils font ça, ils font ce que font la plupart des gens, ils se focalisent sur leur contenu. Et ce n'est pas la bonne manière pour faire bouger les gens. Pour faire bouger les gens, il faut s'interroger sur qui est le plus susceptible de bouger et puis de créer un effet d'entraînement. Hein, vous avez certainement entendu parler du tipping point, hein, le fait que suffisamment de gens empruntent un comportement et ça, on atteint alors un point de bascule qui fait que toute la population s'engage dans cette dynamique-là. Ça, c'est le tipping point. Et donc, je me suis rendu compte, moi, en étudiant la question, du fait de mon profil intellectuel, quoi, je me suis rendu compte que les femmes se sentaient spécialement concernées par la transition, tout simplement parce que la transition est liée à des questions d'intendance, figurez-vous. Voilà. Quand la vulgate de la transition qui est véhiculée par les médias nous indique toujours que ce sont des gestes, et ce sont des gestes qui relèvent de l'intendance domestique. Donc le zéro déchet, ben, ça se déroule dans la maison. Hein. Et voilà, c'est pour ça que les femmes se sentent spéciales. Mais il y a une coïncidence en fait, qui est liée au fait que depuis des générations, depuis des siècles, nous sommes conditionnés à être confinés dans la maison. Et du coup, transition et femmes, bim, le bon mélange. Donc, et je me suis rendu compte que, donc je vais me répéter, hein, parce que là je suis en train de ne pas respecter du tout mon plan, je me suis rendu compte que ce qui empêchait beaucoup de femmes, alors, donc autant les femmes sont prédisposées pour la transition, autant les femmes qui sont déjà engagées dans la transition
sont autant les personnes qui sont déjà, je suis distraite par quelqu'un qui a tapé quelque chose dans le chat, autant les gens qui sont engagés dans la transition, dans les mouvements, qui fréquentent des ateliers, qui fréquentent des formations, etc. Ce sont des femmes qui ont un profil bien précis, c'est un profil qui ressemble au vôtre. Ce sont des femmes qui, pour la large majorité, ont fait des études supérieures. Dans une majorité aussi, leur métier est lié à la relation d'aide. Elles sont souvent mamans aussi. Et les femmes qui sont déjà engagées dans la transition, elles ont connu un accident de vie. Pour beaucoup, un burn-out, un divorce douloureux, une perte, un deuil, des choses comme ça, qui, quand elles ont vécu ça, ça les a fait basculer. C'était des femmes normales, entre guillemets, et quand elles ont connu ce gros choc émotionnel, cet effondrement, elles ont mis en cause leurs valeurs et elles sont passées à la transition. Ouais, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Je ferai de toute façon le raccord parce que je fais attention. Alors, on est 84, c'est bien, mais c'est peu, 84 par rapport au nombre de gens qui sont inscrits, au nombre de personnes qui sont inscrites. Et justement, je veux vous dire que je suis super contente que vous soyez si nombreuses présentes ce soir et si nombreuses à vous être inscrites. Je suis super contente de pouvoir partager ce message-là avec vous. Et je vais vous dire aussi, je veux préciser encore que je fais quelque chose je travaille principalement sur le web. Donc j'ai des formations sur le web, notamment l'Académie du changement, dont je vous parlerai plus tard, parce que cet atelier-ci est lié au contenu de l'Académie du changement. Et alors, dans le réel, je fais quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me fait grand plaisir, c'est que j'accompagne des communes. Ouh, il y a quelqu'un qui est là. J'accompagne des communes pour mettre en place la transition citoyenne, donc la résilience des foyers, dans la perspective de l'avenir qui nous attend, pour employer un euphémisme. Et puisque vous m'avez découverte via un email envoyé par Isabelle Filiosa, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ce partenariat avec Isabelle? C'est tout simplement parce qu'Isabelle intervient dans le sommet de la transition, dans le prochain, et que, bon, je l'ai choisie, Isabelle, parce que je savais qu'il y avait des affinités entre nos univers, et elle a accepté, déjà, c'est une grande chose. Et puis, en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, beaucoup d'affinités, et on s'est dit, bon, on va aussi en parler à la communauté d'Isabelle. Et c'est pour ça que vous êtes là, qu'on est là ensemble ce soir. Alors, il y a quelqu'un qui est là et qui n'a pas éteint. Samara, c'est toi qui as l'écran? Oui? Ah, mais ça va, ok. C'est parce que tu n'avais pas éteint ton... Oui, tout à l'heure, j'avais avec le micro, mais là, je l'ai mais tu peux éteindre maintenant. Donc, je vais faire un partage d'écran. Hop. Partager l'écran et voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Je veux l'agrandir. Donc, les précautions d'usage en commençant. Je vous propose donc maintenant, on a suffisamment attendu les gens. Je vous propose d'avoir de quoi prendre des notes, mais je pense que c'est déjà fait. D'avoir de quoi vous désaltérer et de préférence de l'eau. De veiller à ce que la porte soit fermée pour qu'un petit intrus, genre chien, ne fasse pas irruption. Et vous pourrez, comme vous aurez le replay, vous pourrez partager le contenu certainement avec votre conjoint ou qui vous voulez. Alors, je réitère ma gratitude parce que je sais bien que vous êtes super occupés. Je sais bien que c'est un temps précieux le soir et donc c'est vraiment très chouette que vous soyez là. Je vais vous dire aussi, je vais vous annoncer à quelle sauce vous allez être mangé, dégusté ce soir. Donc, ce qu'on va voir, j'ai
je reste fidèle à ce que je vous ai annoncé, hein. Mais voilà comment on va procéder. Donc, j'ai conçu cet atelier pour vous en m'inspirant des contenus dont je suis totalement imprégnée, les contenus de l'Académie du changement. Et je vais vous proposer de cheminer de cette manière-ci. On va voir comment commencer. Donc, comment vous lancer sur ce nouveau chemin. Je ne fais que lire avec vous. De la présence, qui, et pour moi, c'est vraiment l'essentiel, ça. La présence et la joie qui l'accompagne. Quels sont les 5 éléments déterminants sur lesquels fonder votre changement de vie? Deuxième aspect, super, super important. Pourquoi agir maintenant, avec détermination? Parce que de nombreux chiffres, comme je viens de vous le laisser entendre, indiquent que les femmes jouent déjà un rôle majeur dans la transition, mais elles ne le savent pas. On ne le leur dit pas. Et je vais vous dire pourquoi les femmes ne le savent pas. Et maintenant, on a l'opportunité d'affirmer notre leadership, mais nous ne savons pas que nous avons du leadership. Donc, je vais mettre l'accent là-dessus aussi. Quelles sont les qualités requises pour... alors déjà, quelles sont les qualités requises pour... quels sont les ingrédients et qualités dont vous avez besoin pour parvenir? C'est les deux, à être heureuse au jour le jour, quelles que soient nos circonstances de vie. Moi, je ne vais pas employer le mot solastalgie. C'est qu'on va vers un avenir incertain et c'est important d'être présente et de vivre une vie quand même qui a du sens, où on construit, qui est heureuse, de ne pas se laisser aller. Et puis alors, comment vous y prendre? Eh bien, vous allez bénéficier de mon expérience qui est assez épique. Vous allez voir que je n'ai pas seulement le profil que j'ai évoqué tout à l'heure, je vais vous révéler un petit scoop. Hein. Je vais vous dire quelque chose que je ne me suis jamais formulé à moi-même de cette manière-là, en fait. Donc, à mesure, je n'arrête pas d'avancer comme vous, je suis en chemin, et à mesure que j'avance, j'appréhende différemment mon existence, ce que j'ai vécu, et j'ai vécu quelque chose d'assez terrible et d'assez emblématique, donc c'est important que je vous en parle. Alors, je ne vous ai pas interrogé, j'aurais pu le faire pendant que tout le monde arrivait. J'aurais dû vous demander d'où vous êtes, de France principalement. Vous pouvez me dire ça dans le chat, par exemple. Arrêtez le partage, je vais aller voir. Dites-moi d'où vous êtes. De France, de Bretagne, de Marseille, de Lille, Luxembourg, la Gironde, région parisienne, Essonne, Annecy, Maison-Alfort. Il y a des Françaises. Super. Le Lot, la Drôme provençale. Le Rhône, oh, de Bruxelles, Chantal. Chouette alors. Très chouette. Saint-Donat, Montreuil. Super. Lausanne. Très chouette. Comines, ouais. Merci les filles, merci. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire. Donc, pas de Québécoise, par exemple, et une Belge. Je repartage l'écran. Merci pour vos réponses. Voilà. Alors, ce que je voulais faire aussi, j'espère que ça va vous amuser. Moi, j'aime bien engager les gens, j'aime bien qu'il se passe quelque chose entre nous pendant que ça se déroule. Donc, je vous lance un petit défi. Je vous propose un petit concours. Je vous propose que celles parmi vous qui le souhaitent participent à un concours de prise de notes. Donc, celles qui parmi vous le veulent, bon, en général, vous prenez note, hein, donc ce ne sera pas difficile. Celles qui le veulent participent à ce concours-là et vous bénéficierez de 45 minutes de coaching avec moi pour celle qui gagnera le concours. Donc, je vous redonnerai les règles du concours après. Je vous donnerai le lien à la fin.
pour que vous puissiez poster votre photo. Donc, vous prenez note, vous prendrez une photo et je vous donnerai le lien à la fin pour que vous puissiez poster la photo de vos notes. Alors, on avance. Je vais vous indiquer à qui s'adresse cet atelier pour peut-être vous éviter de perdre du temps si ce n'est pas le cas. Donc, cet atelier, il vous est destiné si vous sentez que votre vie actuelle est en porte-à-faux vis-à-vis de vos valeurs profondes. C'est quelque chose qui a été exprimé dans les messages que vous m'avez envoyés et c'est fréquent, je rencontre ça très fréquemment. Je sens que je suis à côté de la plaque, je sens que mon boulot, je ne me respecte pas en menant la vie que je mène, des choses comme ça. Si vous avez plein d'envies frustrées, si vous avez le sentiment que vous vous sacrifiez et que même si vous trouvez ça normal, vous trouvez vos proches ingrats. C'est une situation que beaucoup de femmes rencontrent. Le fait de quelqu'un qui devrait fermer son micro. Je pensais que je les avais fermés, les micros. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça en porte-à-faux par rapport à elles-mêmes et c'est quelque chose qu'on va élucider ensuite. Donc, le fait de ne pas prendre soin de soi, en fait, le fait de faire des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts, à l'encontre de nos envies, et alors on estime qu'on doit prendre soin de nos proches, de nos enfants, de notre conjoint, en même temps on n'a pas envie, donc on est complètement en porte-à-faux par rapport à nous-mêmes, et c'est vraiment pas une bonne idée. On devrait arrêter d'écrire sur l'écran aussi. Décidément, on voit de tout ce soir. Alors, aussi, si vous sentez que vous maltraitez vos proches, il y a des gens qui arrivent, il y a des personnes qui sont stressées et qui arrivent à avoir cette lucidité-là, de se rendre compte qu'elles ne prennent pas soin d'elles, mais aussi qu'elles pourraient être beaucoup plus tendres, non seulement avec elles, mais avec leurs conjoints et leurs enfants. Si vous sentez que ce que vous vivez, ce n'est pas une vie d'amour et que vous voulez changer avant qu'un accident vous arrive, je sais aussi que beaucoup de gens, sans le dire comme ça c'est mon langage, sentent qu'elles vivent dans une espèce d'aridité émotionnelle. Et ce mot-là, c'est le mien parce que j'ai connu ça. Et aussi, c'est pour vous si vous êtes prête à apprendre, à changer de mode de vie et à faire le nécessaire pour cela. Et on va rencontrer cette question-là ultérieurement aussi, c'est que vouloir changer de vie, c'est une chose, agir pour changer de vie, c'est autre chose. Alors, cet atelier n'est pas pour vous. Si vous cherchez une solution magique qui vous propulsera facilement et sans engagement dans ce monde nouveau dont vous rêvez. Il y a plein de gens qui rêvent de changer, il y a plein de gens qui rêvent d'une vie meilleure et qui ne sont pas prêts à lever le petit doigt, quoi. Et qui ont plein de raisons pour ça. C'est trop dur, ça ne va pas. Hop, j'ai changé de page. Mais j'ai carrément fait disparaître la page, je crois. Il y a quelque chose qui se fait tout seul là. Voilà, on récupère la page. Bon. Voilà. Donc aussi, ce que je rencontre assez bien aussi dans les ateliers, ce sont les personnes qui ont déjà suivi des dizaines de formations, lu des centaines de livres, se réfèrent à plein de mentors. Et finalement, ces personnes-là ne passent pas à l'action. Et ça ne sert à rien, en fait, d'ingurgiter des dizaines de formations. Ce qu'il faut, à un moment, je me demande si ce n'est pas Jacques Salomé qui dit ça, il faut y aller. Il faut y aller. Ce sont des experts, ce sont des gens qui bossent là-dessus depuis des dizaines d'années. Donc, arrêtez, je ne dis pas que c'est vous, mais il faut arrêter d'accumuler et il faut passer à l'action. C'est ça qui fait la différence. Alors, ce n'est pas non plus pour vous si vous êtes du genre à évoluer seul dans votre coin et que vous ne voyez pas l'intérêt du partage
de la solidarité et de l'émulation. Pourquoi? Parce que ce sont des qualités qui sont indispensables, qui s'avéreront indispensables dans les temps qui nous attendent. Et donc, si vous ne voulez pas de ça, c'est vraiment gênant, quoi. Et puis alors, il faut aussi accepter du feedback, parce que la transition, elle implique qu'on agisse ensemble, qu'on accepte le dialogue. Évidemment, il y a des manières de dialoguer, hein. Par exemple, dans la transition, on pratique beaucoup la gouvernance partagée. Donc, ça s'apprend, ça s'apprend. Hein. Je vois que j'ai déjà une tête de petit fantôme ici. Je vais allumer derrière moi. Je n'ai pas pensé qu'il allait faire noir si rapidement. Voilà. Hop. Voilà. Et quand on pratique la gouvernance partagée, c'est très soft en fait. On pratique principalement l'écoute et on est vraiment très bienveillants les uns par rapport aux autres et c'est très constructif. Mais alors, tous ces éléments-là, ils traduisent mes valeurs. Et ils vous disent aussi les gens avec qui j'ai envie de bosser, les gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Comme ça, c'est clair. Mais en tout cas, ce qui se passe, j'ai une drôle de petite personnalité, mais il y a certaines personnes pour lesquelles je suis trop abrupte. Et il y a d'autres personnes qui me disent « Chouette Patricia, merci pour les coups de pied au derrière. » Donc, vous allez voir comment vous ressentez ma manière de parler. En tout cas, je suis toute bienveillance par rapport à vous. Que vous agissiez ou pas, moi je souhaite une chose, moi je veux éviter un effondrement personnel. C'est ça mon souci, c'est ça mon intention. Je veux éviter un effondrement personnel à ceux et celles qui sont prêts à se lancer maintenant. Quant aux autres, qu'ils et elles poursuivent leur chemin, c'est OK pour moi. Et donc pour être plus clair encore, je vais repréciser les gens avec qui j'ai envie de faire du chemin. Ce sont les personnes qui désirent mettre du sens dans leur vie. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est quelque chose que ce sont c'est une préoccupation que je rencontre tout le temps. Ma vie n'a pas de sens, je pars dans tous les sens, je ne sais pas par où commencer. Donc, vous avez soif de mener une vie qui a du sens, une vie où vous soyez à l'écoute de votre intériorité, où vous trouviez du plaisir dans le dialogue intime, mais le dialogue avec l'autre et l'entraide. Donc ici, on est dans la question du lien. Le sens, il est lié au lien principalement. Vous voulez, l'autre groupe, c'est le groupe des gens qui veulent se réaliser plus pleinement. Vous en avez peut-être soupé de votre vie actuelle, où vous êtes tout simplement passionné à l'idée de vous réaliser plus pleinement dans un mode de vie résilient. Et vous cherchez la meilleure manière d'opérer votre transition vers un mode de vie plus juste pour vous. En fait, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont déjà engagées, mais qui, comme le discours de ce qui est relié à la transition est un discours tellement épars, on ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas que faire pour bien faire. Et le troisième groupe avec lequel j'ai envie de travailler, c'est le groupe des personnes qui sont déjà actives, qui ont déjà pas mal d'outils, mais qui se sentent seules et insatisfaites parce qu'on a envie d'un aboutissement. Et l'aboutissement dont on peut rêver quand on s'engage dans la transition, c'est en fait d'acquérir non pas suffisamment de compétences, mais suffisamment de leadership pour se sentir la force d'entraîner d'autres gens dans la transition, en fait. La transition dans laquelle nous avons tous intérêt à nous engager. Et je vais maintenant vous dire le secret que je vous ai caché tout à l'heure quand je me suis présentée. Donc, je vous redis que je suis pédagogue, coach, conférencière, auteur. J'écris encore un bouquin pour l'instant. Mon autre boulot, c'est le marketing digital qui me permet de faire ce travail, d'aller vraiment, de bien connaître les gens à qui je m'adresse
Et en marketing digital, maintenant, j'ai repositionné la baseline de mon agence de marketing digital pour aider les associations et les gens qui sont dans la transition à formuler leur message adéquatement de manière à ce qu'ils puissent mobiliser un maximum de gens. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens ont tendance à parler de leur offre, de leurs produits. Alors que ce qu'il faut faire pour mobiliser les gens, pour qu'un maximum de gens s'engagent, c'est identifier qui est le plus susceptible de s'engager et ensuite lui parler leur langue. Non seulement leur langage, mais aborder leurs problématiques. Par exemple, clairement, beaucoup de femmes, donc je vous ai parlé des femmes qui étaient les figures de proue, hein, les femmes qui sont déjà spontanément très engagées dans la transition, dans des groupes, etc. Mais il y a aussi une quantité de femmes qui se sentent concernées, qui se sentent coupables de ne pas agir, mais elles sont empêchées de le faire en raison de ce qu'on appelle maintenant la charge mentale. Et ça, je l'ai appris parce que je dialogue avec les femmes. Et on ira plus loin à ce sujet-là. Parce qu'on peut aisément gérer, contourner et dépasser la question de la charge mentale. Comme je vous le disais, je suis la fondatrice du Sommet de la Transition et de l'Académie du Changement, et j'aide les communes à opérer la transition des citoyens. Et maintenant, je vais vous dire le secret, ce que je n'ai jamais dit à personne. Alors, la chose intéressante que j'ai à vous dire à mon sujet, c'est que je suis entrée dans la transition en 1974. Je ne vais pas le dire à la belge, puisque j'ai un maximum de françaises. 1974. Et c'était 2 ans après la publication du rapport Meadows. Et le rapport Meadows, c'était un rapport qui a été rédigé par des chercheurs américains qui ont fait de la prospective, en fait, sur une série de paramètres. Ils n'avaient pas inclus dans ce schéma, dans cette étude, ils n'avaient pas inclus le changement climatique. Et ils annonçaient qu'on s'oriente, que si on ne change pas 2 paramètres principaux, si on ne change pas, si on ne freine pas la croissance démographique et si on ne freine pas le développement économique, qu'on fonçait dans le mur. Donc ils avaient annoncé un effondrement pour le début du XXe siècle. Ils avaient averti, on a eu 50 ans pour se bouger. Et donc moi, j'entre dans ce qui ne s'appelait pas la transition en 1974, ça s'appelait l'écologie à l'époque. Et à partir de cette époque-là, je me suis mise à manger bio, je me suis mise à adopter un mode de vie frugal, à être non consommatrice, et je me croyais dans la transition. Et donc, on n'employait pas ce mot-là à l'époque. Et il s'est passé quelque chose. Pour moi, il s'est passé quelque chose. Je viens tout récemment de prendre conscience qu'en fait, je n'étais pas dans la transition. Et je n'étais pas dans la transition parce qu'il manquait un paramètre bien précis, qui est le socle d'une vie en transition, c'est que j'étais dans le faire. J'étais dans je n'achète pas ou j'achète, je cuisine bio, etc. Et il y avait quelque chose à côté de quoi j'étais complètement passée. J'étais passée à côté de la permaculture humaine. Et je vais vous dire de quelle manière. De par mon histoire d'enfance, je suis une stakhanoviste. Je suis quelqu'un qui travaille tout le temps, je suis quelqu'un qui étudie tout le temps. Et du fait de mon enfance aussi, je suis quelqu'un mon enfance m'a prédisposée pour la solitude. Et donc, manque de sociabilité, plus stakhanovisme, ça a fait que biologiquement, au niveau de mon corps, au niveau de ma biochimie, j'ai créé un terrain acide, un excellent cocktail pour permettre la manifestation d'une maladie que je portais, une maladie auto-immune, la thyroïdite de Hashimoto. Et le truc, c'est que cette maladie n'a pas été identifiée pendant 32 ans. Donc j'ai été soignée pour des symptômes.
Et donc, je peux dire maintenant, a posteriori, hein, quand j'étais dedans, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait pour moi. En fait, les symptômes de la thyroïdite de Hashimoto, c'est on souffre de fatigue chronique, de dépression chronique et de prise de poids, mais là, je gérais le poids. Et j'ai vécu tellement avec ça que je croyais que être triste, être dans le désespoir, c'était ma personnalité, en fait. Et c'était pas le cas, c'était pas ça. Et puis, cette maladie a connu un pic, donc j'ai été soignée pour les symptômes, en fait. Hein, durant des années, j'ai été soignée pour les symptômes. Et cette maladie a connu un pic il y a 4 ans. Et c'est un simple médecin de famille qui a mis le doigt dessus, qui a identifié que c'était ça, qui m'a donné des médicaments. Et puis, voilà, je me suis rétablie. Mais au même moment, une amie, donc à l'époque, je méditais vaguement, quoi. Mais ça n'avait pas énormément de sens pour moi. Et puis, une amie a attiré mon attention sur le docteur Joe Dispenza, que certaines d'entre vous connaissent certainement. Vous connaissez Joe Dispenza? J'arrête le partage et je regarde vos réponses. Non, pas du tout. Non. Ah, Carole dit oui. Ah, quelques oui quand même. Quelques oui quand même. Alors, je vais vous dire un petit peu Joe, comme Joe, et Dispenza. Oui, bien. Dispenza, D-I-S-P-E-N-Z-A. Joe Dispenza, et il est très généreux, donc il y a beaucoup, beaucoup de... Ah, Patricia, il est formidable, on est bien d'accord. Hein. Il y a beaucoup de vidéos de Joe Dispenza sur YouTube. Donc, vous pouvez découvrir très facilement son univers. Et donc, je redécouvre Joe Dispenza que j'avais déjà découvert. Et oh, il y a quelqu'un qui doit fermer son micro là. Il y a quelqu'un qui travaille ou quelque chose comme ça, qui est dans la cuisine. Vous êtes très nombreuses, alors si je dois, vous êtes très très nombreuses, si je dois passer en revue tout le monde pour les désactiver, ça va être gênant. Hein. Est-ce qu'on m'entend? La personne qui cuisine ou qui chipote, est-ce qu'on peut désactiver son micro? Ok, ça a l'air calmé. Donc, Joe Dispenza, je m'étais promis de ne pas faire de digression, donc je vais la faire brève, celle-ci. C'est pas un gourou, mais c'est une personne. C'est une personne c'est un scientifique qui a mis sur pied, sur base de son propre vécu, il a mis sur pied une manière de méditer et de travailler la méditation, une manière de travailler la méditation qui provoque des changements de l'activité au niveau neurobiochimique et qui fait que quand les gens atteignent un niveau élevé dans leur méditation, c'est-à-dire quand ils sont en extase mystique, en fait, hein, je vais employer ce mot-là, alors les personnes téléchargent de l'information qui reprogramme leur ADN et leur gène. Voilà, je ne me préparais pas à dire ceci ici ce soir, mais c'est intéressant que je vous le dise parce que en travaillant avec Joe Dispenza, j'ai été guérie de cette maladie auto-immune. Or, une maladie auto-immune, en principe, on n'en guérit pas. Mais donc, avec Joe Dispenza, en pratiquant la méditation, j'ai découvert mon intériorité. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça manque à énormément de gens actuellement. Beaucoup de gens sont dans le désarroi parce qu'on vit dans une civilisation qui nous a appris à nous concentrer sur le faire, sur l'avoir. On est tout le temps en train d'agir dans l'action. Alors que c'est bien aussi de s'arrêter, de se taire, d'écouter, de s'écouter. Donc, j'ai appris à ne rien faire. Et donc, aujourd'hui, dès que je me maltraite, je m'en rends compte. Et je fais le nécessaire pour me calmer et pour prendre soin de moi. Parce que chaque fois
qu'on se maltraite, chaque fois qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on ne s'écoute pas, le corps nous dit beaucoup de choses. Quand on ne se sent pas bien, le corps nous le dit. Et quand on ne prend pas soin de soi, donc quand on se maltraite et qu'on n'en tient pas compte, ça ne nous laisse pas indemnes physiquement. Notre corps vieillit, notre corps souffre, notre corps nous entraîne vers la maladie. Donc c'est ce que j'ai appris en prenant soin de moi. Et donc, au bout du compte, au bout de ce parcours et de cette métamorphose que moi j'ai subie, je me suis rendu compte que l'attention à soi, le fait d'accueillir qui on est, nos singularités, notre complexité, en un mot la permaculture humaine, le fait de s'apprivoiser, eh bien, c'est le départ d'une transition, c'est le point de départ. Et je ne suis pas la seule à dire ça. Régulièrement, je croise des gens qui traversent des crises abruptes, instantanées. Et boum, directement, ces personnes remettent leur valeur en cause et se disent, mais je mène une vie qui n'a pas de sens, il faut que je trouve du sens, il faut que je trouve une direction, il faut que je construise quelque chose. Et voilà. Et je vous ai dit ce que je trouvais important à vous dire de moi. Et maintenant, on va entrer dans la partie qui est plus la partie partage, la partie que je vous ai promise. Donc, je vous ai promis de vous aider à gagner du temps, à faire des économies, à récupérer de l'énergie, à améliorer votre qualité de vie, à en finir avec votre besoin de perfection et à retrouver même une insouciance que vous avez oubliée depuis longtemps. Et le tout en prenant soin de la planète. J'ai peut-être l'air de mentir un peu en disant ça, mais vous m'avez entendu venir. Hein. Ça va être, on va pouvoir faire ça en se mettant en position méta par rapport à nos problèmes. C'est-à-dire en ne travaillant pas au niveau de nos problèmes eux-mêmes. Ça, on va travailler sur nous, en fait. C'est sur nous qu'il faut travailler pour tout changer. Et donc, vous percevez là que, si vous regardez ce qui est écrit là sur le PowerPoint, que ce sont à la fois des bénéfices tangibles et des bénéfices intangibles. Les deux premiers, c'est mesurable, c'est quantifiable, gagner du temps, faire des économies. Les autres, c'est beaucoup plus subjectif. Et en même temps, la plupart, donc si c'est subjectif, ce sont des bénéfices qu'on peut construire nous-mêmes en travaillant sur notre intériorité, en travaillant notre rapport à nous-mêmes. On peut faire en sorte de se sentir bien, on peut faire en sorte d'être heureuse, quelles que soient les circonstances, et on va aborder ça à l'instant. Alors que je vous dis ça, c'est ce dont on va parler à l'instant, mais en même temps, vous savez bien que la plupart des gens, et c'est peut-être votre cas, laissent des circonstances extérieures ou laissent les autres, les gens qui nous entourent, conditionner leur bonheur et leur bien-être, leur sentiment d'être bien. Alors, je vous ai annoncé le programme tout à l'heure, outre dia. Donc, je vous ai proposé de voir, d'aborder comme premier point par où commencer, comment commencer. Donc, comment vous lancer sur ce nouveau chemin de vie qui est le chemin de la présence et de la joie qui l'accompagne, et quels sont les 5 éléments déterminants sur lesquels fonder votre changement de vie. Le deuxième point, ce sera pourquoi agir maintenant. Le troisième point, les qualités requises. Le quatrième, comment vous y prendre. Et on va commencer par comment commencer, comment vous lancer. Et je viens d'évoquer notre intériorité et notre souhait à tous, plus ou moins conscients, plus ou moins qu'on parvient plus ou moins à formuler, de nous sentir bien. Et si nous avons des difficultés à dire ce qu'est le bonheur, en tout cas, nous savons quand nous nous sentons heureux, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, je l'espère. Alors, quand Thomas d'Ansbourg m'a dit que cette formule que j'ai trouvée vraiment intéressante, que le mal que nous faisons à la terre n'était que l'expression au dehors du mal que nous nous faisons à nous-mêmes, j'ai approuvé, mais
c'était dans ma tête. J'ai approuvé intellectuellement. Et parce que j'ai eu effectivement besoin de continuer à évoluer pour que ça percole et pour que je me rende vraiment compte du sens existentiel de ce qu'il disait. Est-ce qu'on peut fermer le micro? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Mais ce que les bases de la communication non violente, c'est s'écouter. Et s'écouter, c'est non pas intellectuellement, c'est non pas cognitivement, mais c'est se mettre à l'écoute de notre corps. Et notre corps, il nous dit plein de choses. Et si on n'est pas, lors des ateliers comme ça, j'ai beaucoup de feedback, hein, et il y a régulièrement des personnes qui me disent, c'est plus fréquent chez les hommes, qui me disent, mais je ne sais pas, moi on m'a empêché de contacter mon corps, donc je ne sais pas, je ne reçois pas les messages de mon corps, je ne contacte pas mes émotions, je ne sais pas identifier mes émotions. Quand je sens des trucs, je ne sais pas. Et donc, c'est ce début de la communication non violente que pas mal de gens ne savent pas opérer. Mais donc, une première chose à faire, c'est de prendre le temps d'entendre les messages de notre corps. Et quand je dis entendre, c'est sentir. Alors, quels sont les 5 éléments déterminants, selon moi, sur lesquels fonder notre changement de vie? Ce sont des valeurs et des croyances. Et donc, chaque fois, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est empirique. C'est basé sur ma propre expérience, mais c'est basé aussi sur l'écoute et le dialogue avec énormément de gens, plus la lecture de bouquins qui m'aident à avancer. Donc, pour moi, la première chose, c'est de considérer que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. L'espace de notre pouvoir, c'est maintenant. Deuxième élément important, l'essentiel dans la vie, c'est l'amour. L'amour et le lien. Le troisième point, c'est de constater que consommer console. Je vais vous donner des exemples, des illustrations. Le quatrième élément important, c'est que vous êtes aimable tel que vous êtes. Il n'y a pas de travail de transformation à faire pour être aimé. Et le quatrième élément, pour celles qui ont des enfants, c'est que ce dont votre enfant a besoin, c'est de votre disponibilité. Il n'a besoin ni d'objets, ni d'activités extrascolaires. Il a besoin de votre temps et de votre présence. Je vais commencer par le premier point. La vie, c'est maintenant. Alors donc, pour se rendre compte simplement du fait qu'on est en vie et qu'il se passe des choses, on a besoin de s'arrêter et de faire silence. Et là, notre corps va nous dire des choses. Il va nous parler, basiquement, notre corps, son langage est binaire. Je me sens bien, je ne me sens pas bien. Ça, c'est assez simple. Mais donc, on a besoin de temps pour faire ça. Pour faire ça, on a besoin de s'arrêter. Donc, on décide de s'arrêter. Il ne faut pas longtemps, mais il faut le faire régulièrement. Et on ramène son attention au présent, à la situation qu'on est occupé à vivre. Et si on fait ça, on s'aperçoit qu'on peut jouir de chaque instant. Et c'est un mot important. Nous avons la chance de vivre dans des zones paisibles. On doit faire très peu de kilomètres pour être soigné, il fait calme, on a du beau temps, on n'est pas dans un pays en guerre, on peut manger, on a accès à la nourriture et à l'eau comme on veut, on est vraiment en sécurité. Et pour être heureux, il nous suffit juste de nous arrêter pour jouir de l'instant. Et certaines d'entre vous le savent certainement, hein, le mot jouir et le mot joie ont la même racine. On s'arrête, et si on prend le temps si on prend suffisamment le temps de se connecter à son intériorité, on va s'apercevoir que tout est là pour qu'on soit heureuse. Quel que soit le contexte où on est, je parle de nos conditions de vie à nous, hein, les filles. En francophonie, même internationale, quoi. Donc, soyons là, soyons présentes
et jouissons de la vie, jouissons des menues choses qui se présentent à nous. Qu'est-ce qui se présente à nous? Mais c'est vraiment très très simple, hein. Il suffit d'abord de sentir qu'on se sent bien à l'intérieur. Il suffit de sentir la douceur de l'air. Si on est à l'extérieur, de sentir le vent sur notre peau, d'entendre le chant des oiseaux. Ou bien on peut... tout à l'heure, j'avais un entretien professionnel via Skype et la personne, elle avait son petit garçon qui jouait au Lego dans la pièce d'à côté. Ben voilà, c'est une occasion d'être heureuse aussi. Je trouvais ça chouette, j'étais heureuse d'entendre cet enfant qui jouait. Voilà. Donc, pour être heureuse, en fait, il suffit de mettre son attention sur l'instant. Ça, c'est ce que préconise la pleine conscience, mais pas seulement son attention. Il faut aussi sentir. Il faut sentir le bien-être dans lequel on est à l'instant. On ne se rend pas nécessairement suffisamment compte du fait que l'instant présent est un instant de bien-être. Je me sens bien, mon corps va bien, j'aime bien ma position sur la chaise. Je me sens bien avec vous maintenant. Et donc, il n'y a rien d'autre à faire pour se sentir bien, se sentir heureuse et même en joie que de s'arrêter, d'être attentive et de sentir le fait qu'on est en vie, en activant ces 5 sens. Et donc, si la vie c'est maintenant que l'on prend conscience du bien-être ou du mal-être dans lequel nous sommes. Et aussi, c'est le moment de nous rendre compte si on peut sentir qu'on se sent bien ou qu'on ne se sent pas bien. Ça nous donne un baromètre de ce que nous font les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Autant je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait s'arranger pour se rendre heureuse, hein, être autonome en matière de bonheur, autant parfois on s'impose des situations, des conditions, des actions qui nous font du mal. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes régulièrement. Nous nous contraignons à faire des choses qui ne nous font pas plaisir. Et quand c'est une fois, pour des raisons diplomatiques, pourquoi pas? Mais quand c'est de façon récurrente, quand c'est tous les jours, attention à ce qui va nous arriver. Les sensations de notre corps, ce sont des messages que notre corps nous envoie. Notre corps nous dit attention. Et puis si on n'écoute pas ça, notre corps il nous envoie des symptômes. Et puis si on n'écoute pas les symptômes, il nous arrive un accident. Et j'en parle à mon aise parce que ce sont des choses que j'ai rencontrées encore récemment. Hein. Une jeune femme, là c'est un cas positif, la personne a réagi, mais la majorité des gens ne réagissent pas. Cette personne m'a dit, j'étais dans ce boulot et ça n'allait pas avec mon boss, la façon dont il manageait, ça n'allait pas. Et elle a eu la ressource de décider de créer son emploi, de quitter ce boulot-là pour créer son emploi. Donc elle était graphiste, elle a créé une agence, quoi. Donc elle n'était pas sans ressources, elle était salariée graphiste et elle a créé son agence de graphisme. Et donc c'est ici qu'on peut se poser la question, puisque j'ai parlé en termes généraux, là on peut s'interroger sur une situation qui arrive très 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 fréquemment dans les familles et une tendance à laquelle énormément de femmes cèdent, c'est la tendance à l'abnégation. Voilà. L'abnégation, ça ne laisse pas les personnes indemnes. L'abnégation, ça met les gens dans la colère. Ça met les gens dans la colère contre leurs conjoints, contre leurs enfants, parce qu'on fait tout à leur place. Moi, je ne le fais pas, hein, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui font ça, mais en tout cas, ça a plein de conséquences néfastes sur l'épanouissement de tous. Et là, je ne vais pas faire de digression, mais j'ai des choses passionnantes à vous dire sur ce sujet-là, sur la dynamique au sein du couple quand la femme est dans l'abnégation. Il faut dépasser l'histoire de l'abnégation, il faut en sortir. C'est très important. Et donc, justement, les premiers pas vers sortir de l'abnégation, ça consisterait
s'interroger sur ce qui nous a amené à faire le choix de l'abnégation. Et ensuite, pourquoi ne pas admettre que c'est insupportable et que ça ne peut pas se dérouler de cette manière, que ça ne peut pas se prolonger indéfiniment, cette situation où on s'oublie, où on ne prend pas soin de soi, où on se maltraite. Et pourquoi pas en même temps ne pas nous demander ce que nous voulons à la place de cette situation. Et toute petite digression, dans un de mes dialogues, il est arrivé que des femmes me disent je n'oserais pas le lui dire à son conjoint, je n'oserais pas lui en parler. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une relation où on a peur de parler à son conjoint? C'est bizarre ça. En tout cas, c'est une relation de maltraitance vis-à-vis de soi. Ça, c'est le minimum. Mais donc, vivre, ce n'est pas ça. Et donc, quand, idéalement, et moi, c'est ce que je vous propose, quand on a bien fait le tour de notre mal-être, de ce que notre corps nous dit, et puis qu'on va décoder, qu'on va interpréter dans c'est pas la PNL, communication non violente, Thomas Danzbourg, il préconise ensuite de comprendre quelles émotions, quels besoins il y a là derrière, et puis de verbaliser à un moment. Il faut en parler aux autres. Et je vais vous donner un petit exemple très chouette. C'est le cas de Margot. Margot, c'est une de mes étudiantes, elle a participé à une de mes formations et c'est ma formation phare. La formation je prends soin de moi, je prends soin du monde. Et c'est une formation qui est tellement passionnante, tellement riche que elle est ciblée famille avec des enfants, mais en fait tout le monde en tire bénéfice. Et donc j'ai déjà eu des hommes dans cette formation et j'ai déjà eu des célibataires déjà bien engagés dans la transition. Donc célibataires sans enfants, elles auraient pu me dire bon, c'est orienté famille, je suis pas très concernée. Et elles ont été plusieurs à quand même s'embarquer dans cette formation, dont Margot. Et quand on travaillait en webinaire, Margot m'a dit Patricia, ce module sur la famille, ça a fait tomber une fameuse pièce et ça m'a fait modifier complètement ma manière d'appréhender mon travail et mes relations avec les personnes avec qui je travaille. Donc, vous voyez, on travaille sur le lien ici. Je reviens tout le temps avec la même chose, mais c'est essentiel. Et donc, simplement, on suggérait de parler. Et Margot, donc elle est manager, Margot, et elle travaille avec une série, avec plusieurs associations, en fait. Et Margot m'a dit, je me suis rendu compte que je n'avais pas confiance en eux. J'étais persuadée qu'ils ne pourraient pas travailler aussi bien que moi. Et donc, je dirigeais tout. Elle faisait du micromanagement. Elle leur disait dans le détail ce qu'ils devaient faire. Et puis, Margot était au bord du burn-out. C'est tout simple. Donc, c'est une situation très emblématique, très métaphorique. Et elle a fait ce que je suggère de faire dans la formation. Elle a parlé. Donc, et comment est-ce qu'on parle? On parle de soi. On parle de l'état où on est. Je ne vais pas bien. Je suis épuisée. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de me retrouver toute seule. Et puis la question magique, qu'est-ce que vous proposez? Et donc, elle a appliqué ça à la lettre avec ses équipes. Et elle m'a dit, tu n'imagineras pas. Il y a eu une effusion de joie et de créativité. Et en fait, quand on contrôle tout, comme le font beaucoup de femmes, donc Margot, l'histoire de Margot, c'est une métaphore. J'ai oublié de vous dire qu'elle m'a dit, je me suis rendu compte que je me comportais comme une mère contrôlante. Et donc, effectivement, les mères qui se comportent comme ça, c'est perdu pour tout le monde. Elles font du mal à tout le monde, aux enfants, aux conjoints, à elles-mêmes. Et donc, Margot, elle n'est pas tombée en burn-out. Au contraire, elle s'est rétablie grâce à ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ses collaborateurs, c'est que contrôler les gens, faire à leur place, leur dire ce qu'ils doivent faire, comme ça se déroule souvent dans la famille, eh bien, c'est inhiber leur créativité, c'est éteindre leur vitalité. Et donc, ces collaborateurs, Margot, elle a permis,
elle a permis à leur créativité de s'exprimer, alors qu'elle les éteignait, ces gens-là. Alors, donc je le redis, mais enfin, l'exemple est vraiment métaphorique et c'est pour ça que j'ai voulu vous le raconter. Alors, deuxième point sur lequel je veux faire un petit développement, c'est la question de l'amour. L'essentiel, c'est l'amour. Alors, l'amour de soi, pour beaucoup de gens, c'est un véritable challenge, c'est une conquête, parce que dans notre enfance ou dans notre environnement relationnel, ben, les gens ont été maladroits. Les gens, Putain, je voulais arrêter ça. c'est souvent sans le vouloir que les gens sont maladroits. Hein.